suis un métis des négriers et des véritables esclaves. Moi, je suis Agouda à plusieurs titres. Par mon grand-père d'abord, qui est Carlos. Je suis une fille de Medeiros. Mon nom de jeune fille, c'est Francisca de Medeiros. Mon grand-père est venu de Bayard. C'était Amaral Venancio Saliciano. Da Silva, c'est un négrier. Et Paraíso, un esclave qui s'est affranchi. Ma grand-mère maternelle est Agouda. Mon aïeul, c'était Don Francisco Félix de Souza, que le roi d'Abomey a appelé Chacha Mito. Ma maman, à moi, est aussi Agouda. Ma maman est de Souza. Alors, je suis environné, entouré d'Agouda. Voilà. Avec leur style, leur tenue, leurs vêtements, leur manière de vivre, ils sont quant à eux perçus par les locaux comme des esclaves qui miment les manières de Blancs. Les Agouda, c'est une de nos vieilles histoires qui n'a rien à voir même avec ce que nous sommes au juste. Les Agouda, c'est la saleté quand on transporte les esclaves. Les Agouda, c'est ainsi en tout cas qu'ils ont été désignés en fond, en Yoruba ou en Mina. Ces Béninois qui portent des patronymes d'origine portugaise, d'Almeida, de Souza et autres do Nascimento, mais qui font partie de la communauté béninoise. Mon nom Gomez, d'après ce que je sais et les documents que j'ai, nous avons un ancêtre qui est d'origine portugaise et qui s'appelle Boaventura Gomes. Dès le XVIe siècle, les Portugais qui intensifient leur recherche des esclaves pour leurs colonies américaines vont installer des comptoirs pour s'approvisionner sur les côtes de l'or. C'est à Ouida qu'ont débarqué les premiers Européens, dont les Portugais les plus anciens à débarquer, parce qu'il y avait à Ouida un wharf, donc un accostement des bateaux qui restaient au large et qui débarquaient grâce aux chaloupes, aux pirogues que les autochtones leur amenaient. Et il y avait plusieurs comptoirs ici. Tous les forts européens étaient ici. Ainsi, Ouida devient, à la fin du XVIIe siècle, une place forte où les prisonniers enlevés à l'intérieur des terres sont vendus aux négriers. Il n'y a pas eu de vente, il y a eu d'échange. Vous savez que le royaume d'Abomey est un royaume guerrier. Et il nous manquait certaines choses, telles que le tabac, les boissons alcoolisées et autres. Donc, les Blancs, ayant senti cela, sont entrés en négociation par personne interposée pour nous dire que quand vous allez nous fournir des bras valides, vous aurez tout dont vous avez besoin. Donc, c'est dans ce schéma-là que nos anciens rois, nos grands-parents, ont cédé à leur demande. Une demande à laquelle ils ont consenti, parfois sous la contrainte, mais souvent avec zèle. Les gens sont aussi conscients de la gravité du phénomène que pour faire partir les gens d'Abomey pour la plage, pour la vente, ils quittent à 3h30 du matin, au premier chant du coq. Ni vu ni connu. Personne n'est informé. Seul le roi est informé qu'il y a un détachement qui est en route pour la mer. Celui qui est venu vient avec tout ce qui peut flatter, tout ce qui peut tromper. Et puis après, du taffetas, du gin. Alors, quand vous prenez goût, écoutez, vous acceptez ce qu'on vous propose. On vous propose de vendre vos frères. Mais pour les rois, mais ce sont les captifs des guerres qu'ils vendaient, et non leurs propres sujets. Donc,
Mais il arrive parfois et que quand ils viennent, il arrive un bateau, par exemple, qui peut prendre 300 sujets et que le roi ne a trouvé que 140, 150, il dit, mais... Et le reste, il dit, tu vas attendre que je... Il dit, non, il voit qu'il ne peut pas attendre. Il dit, comptez-moi le nombre de ces balais là. On compte, on voit, prenez le roi, ligotez-le. On prend le roi, on le ligote, les gens veulent réagir, on tue 2 ou 3, ils sont tous soumis, on les embarque pour faire le plein. Au départ, le royaume de Dahomey n'était pas pourvoyeur d'esclaves. Le royaume de Dahomey a été victime d'une agression Yoruba. Depuis le règne du roi Agadia, il a subi une agression Yoruba sous l'égide de l'armée du royaume de Kétu, où il était contraint de payer des tributs annuels. L'élément le plus consistant de ces tributs, c'est 41 jeunes hommes et 41 jeunes filles. Et comme cela ne suffisait, à un moment donné, on lui a réclamé un de ses fils. Et c'est ce fils qui a séjourné pendant plus de 20 ans à Kétu, qui est revenu encore succéder à son père, le roi Tegbessou. On faisait la guerre, on en ramasse beaucoup. Les bras valides, on les choisit, on les met à leur disposition en compensation de ce dont je viens de citer, le tabac, l'alcool et autres. Et ce commerce des esclaves va prendre de l'ampleur. Ouidah devient une place forte de ce trafic des hommes. C'est par milliers qu'ils arrivent de l'intérieur. Une chose est de demander, mais l'autre chose est de donner. On pouvait bien refuser, mais on ne l'a pas fait. Encore que ce qu'on prenait en échange, c'était ridicule. Comme son nom le dit, c'était pacotille. Alors qu'un être, on ne peut pas apprécier sa valeur. C'est incommensurable. On ne peut pas. Vous assumez ce que vos parents ont fait, en bien ou en mal. Donc, nous assumons que nos parents avaient mal fait, mais c'était dans la compréhension de l'heure. Parce que s'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'acheteur. C'est eux qui ont eu l'idée, parce qu'ils étaient plus avancés que nous dans la recherche. Et ce qu'ils ont proposé, nous avons accepté. Et les vendeurs ne savaient pas que le produit était vendable. Il a fallu qu'on suscite en eux. Ceux qui sont partis, il y en a beaucoup qui n'étaient pas des esclaves. C'était des guerriers, c'était les meilleurs que nos rois ont vendus, les plus costauds, etc. Ce ne sont pas les plus faibles qui ont été choisis. Les femmes qui allaient là-bas et qui allaient donner des enfants pour augmenter la population d'esclaves, c'était les dames les plus solides. Avant d'emprunter ce petit sentier de 4 km, ce million d'hommes et de femmes qui avaient été arrachés par la force à leur famille étaient d'abord amenés place Tchatcha et proposés aux enchères aux négriers blancs. Au plus fort de la traite négrière, tous avaient un fort à Ouidah. Les Portugais, les Français, les Britanniques et les Danois. Le fort avait plusieurs rôles. Celui de la sécurité des marchandises et des esclaves et celui de la défense. C'était le lieu où les esclaves étaient gardés avant le grand départ. Lorsque vous regardez les 4 coins cardinaux du fort, vous allez constater qu'il y a des tourelles qui sont montées par des canons. Et donc, dans ce contexte, il fallait donc assurer non seulement la sécurité des marchandises, mais la défense du fort contre toute attaque venant de l'extérieur. Une fois la transaction faite, les esclaves, marqués au fer en fonction de l'empreinte de leur acheteur, étaient ensuite contraints de faire le tour de l'arbre de l'oubli. 9 fois pour les hommes, 7 fois pour les femmes. Le but étant de les amener à oublier leur pays et leur culture. Sur la route,
il y a 2 éléments très importants. La porte du non-retour, les femmes vont faire le tour 7 fois, les hommes 9 fois, et on leur dit, c'est terminé, nous vous vidons de votre identité, vous allez oublier, vous ne reviendrez plus, etc. Et quand ils vont sortir de la case où ils attendent l'arrivée des bateaux, il y a un autre arbre, qui est l'arbre du retour, qui est à côté du mémorial de Zumbodi. Et là, tout le monde, quel que soit le sexe, va faire le tour 3 fois. Et on leur dit, là, pendant qu'ils font le tour, que on a vendu votre corps, mais on n'a pas vendu votre esprit. Vous reviendrez quand vous serez mort. Et c'est pour ça que la porte du non-retour s'est orientée de telle sorte que, parce qu'à Haïti, par exemple, quand les gens meurent, ils disent « il est parti en Guinée, il est retourné sur la côte de Guinée ». Quand le souffle vient, le souffle doit traverser la porte du non-retour et arriver là où nous avons fait le mémorial de Zumbodi. En gros donc, après avoir fait le tour de l'arbre de l'oubli pour effacer leur culture, leur patrimoine et leur passé, les esclaves vont ensuite être enfermés pendant plusieurs semaines, voire des mois, dans ce que l'on appelle la case de Zomaï. Il s'agit en fait de plusieurs petites huttes dans lesquelles les esclaves sont entreposés en attendant l'arrivée des bateaux. C'est dans ce cadre où ils sont plongés dans une obscurité permanente afin de leur ôter tout point de repère et de les désorienter, limitant ainsi toute évasion, qu'ils vont attendre le grand départ. Et quand vous arrivez à Zumbodi, devant le mémorial, la place qu'il y a devant le mémorial, c'est là qu'on sélectionnait les derniers esclaves. Ceux qui sont susceptibles d'avoir le scorbut, ceux qui ne sont pas en forme, qui ne peuvent pas tenir les difficultés du voyage, c'est là qu'on les éliminait. C'est pour ça que nous avons construit le mémorial sur cette tombe commune. Ceux qui vont survivre à ce traitement inhumain, à la famine, à la maladie, à l'insalubrité de la case de Zomaï, mais aussi à cette sélection drastique, vont à nouveau être soumis à l'ultime rituel de l'arbre de retour. Les esclaves y réalisent plusieurs cérémonies afin de s'assurer le retour de leur âme sur la terre de leurs ancêtres, puisque, comme disait l'auteur Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson sanglot. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. D'abord, au moment où ils partaient sous forme d'esclaves, qu'ils soient captifs, qu'ils soient achetés, quel que soit le titre qu'on leur donne, nos parents qui étaient véritablement consciencieux faisaient des rituels pour que ceux-là qui partent dans un monde où on ne sait doivent revenir. C'est là où on a érigé la place de la porte du non-retour qui était la place consacrée pour ces rituels. Après tous ces rituels mystiques et religieux, cette fois-ci, c'est l'heure du grand départ, qui passe par les 4 kilomètres de sentier jusqu'à la porte du non-retour sur la plage. Étape la plus déchirante pour les esclaves. Les plus désespérés, qui croyaient, comme le laissait penser une certaine rumeur, qu'ils vont être dévorés par les Blancs, ingurgitaient du sable ou avalaient leur langue pour s'étouffer. D'autres préféraient simplement se jeter à la mer, préférant être mangés par les requins. Ils sont des millions à être ainsi partis d'ici et d'ailleurs sur le continent, vers les Amériques pour servir dans les plantations de coton, de canne à sucre, bref, pour participer par la contrainte à la construction du Nouveau Monde et à l'enrichissement de l'Europe, du Brésil, des Antilles et des États-Unis. Venus de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne et pendant des siècles, ils ont vécu ensemble et conservé, malgré la rudesse du maître, malgré la perte de leur nom et de leur identité, puisqu'on leur attribuait le patronyme de leur maître,
quelques traditions, une partie de leur religion ancestrale, et cela malgré la christianisation forcée. Et certains ont gardé au fil des générations une volonté farouche de retourner sur la terre natale pour le repos de leur âme. Il faut dire que sur place à Ouidah, pour éviter entre autres la colère de leur âme sur le chemin de retour, on a préparé les choses. On a aménagé et balisé le chemin pour que cette âme puisse retourner en paix, sans embûches, sans colère. Quand les souffles arrivent, ce sont des souffles qui sont en colère. Et il ne faut pas symboliquement qu'ils rentrent sur la terre des aïeux avec cette colère. Donc le mémorial, les souffles arrivent, passent par la porte du non-retour, arrivent au mémorial et ils voient là que on ne nous a pas oubliés. Et les souffles déposent leur colère avant de rentrer paisiblement dans la ville de Ouidah. Une occasion va être offerte à ces esclaves noirs libérés qui rêvent d'Afrique de revenir vivants sur leur continent. À partir du 19e siècle, avec l'abolition de l'esclavage au Brésil, s'amorce un curieux et inattendu mouvement d'arrivée de quelques hommes libres brésiliens, portugais, en majorité d'anciens esclaves affranchis sur les côtes du golfe du Bénin. L'esclavage a été totalement aboli. On a dit, bon, vous allez revenir vers l'Afrique, le Libéria et tout ça. Ils vont s'installer le long de la côte. Le Nigeria, ils vont s'installer au Bénin, ils vont s'installer au Togo, au Ghana, etc. Pour ceux qui sont venus initialement, c'est de Ouidah qu'ils ont débarqué. Avec l'histoire, certains se sont déportés vers Agoué et d'autres vers Porto-Novo. Parmi les retournadoches, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens bien sûr, et il y avait aussi des pratiquants du candomblé. Ces Agoudas qui sont retournés là-bas, ils faisaient partie de l'élite des Africains au Brésil. Ils étaient les plus forts, les plus intelligents, ceux qui ont mieux maîtrisé les codes de la société brésilienne et qui se sont bien réussis au plan économique, financier, parce qu'ils ont acheté la liberté, acheté les billets de retour en Afrique et sont arrivés avec des capitaux qui étaient suffisants pour démarrer une société, quoi, un commerce, etc. C'est que lorsque les premiers sont arrivés, on les aurait emprisonnés en Afrique à leur retour. Parce qu'ils n'étaient pas acceptés au départ. Les anciens esclaves revenus doivent trouver leur place dans cette société qui ne les accepte pas toujours. Ils sont à la fois ceux qui ont déjà été expulsés, vendus comme esclaves, et les étrangers. Surtout que ceux qui reviennent sont différents, avec des manières de blanc. La construction d'une nouvelle identité sociale à partir de la mémoire du temps vécu au Brésil va être pour eux le moyen de s'insérer dans cette société, à la même place déjà accordée aux Blancs. Il fallait, puisqu'ils sont noirs, il fallait trouver une appellation. Ainti ndelon, ainti eloti ebo, agouda. Teloko salté, eri tonde. Donc cela veut dire que quoi? En Yoruba, vous qui êtes revenus, vous avez ramené toutes les saletés de l'au-delà que vous nous ramenez ici. Ces anciens esclaves affranchis, très diversement accueillis, vont rapidement, pour certains, pour ceux qui sont revenus avec une fortune de baya, participer dans un premier temps à leur tour au trafic des esclaves vers le Brésil notamment. Les Agoudas, quand ils sont revenus, et ça, peu de gens aiment parler de ça, hein, quand ils sont revenus, eux aussi, ils ont pratiqué le commerce, donc ils ont été victimes. Ils en ont été intermédiaires, donc ils ont été impliqués dans cette transaction-là. Les Africains esclavisés qui ont acheté leur liberté au Brésil et qui se sont retournés en Afrique, ils ont fait aussi le commerce d'esclaves. Certains l'ont fait parce que, bon, on a vu que le profit. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui le profit. Le profit a été de tous les âges, en quelque sorte. Et c'est ça l'immense contradiction, que des gens qui ont souffert dans leur corps, dans leur cœur, de l'esclavage, en viennent à devenir à leur tour des négriers.
Il faut dire que les affranchis se sont installés auprès des négriers. Ils sont désormais alliés. Ce sont les négriers plutôt qui vont vers eux. Puis les négriers sont revenus. Des négriers qui n'étaient pas forcément tous partis du Portugal, mais qui arrivaient aussi du Brésil. Le plus célèbre d'entre eux est Francisco Félix de Souza, un métis né à Bahia de père portugais et de mère amérindienne, arrivé sur les côtes africaines au XVIIIe siècle pour développer son sinistre commerce des esclaves. L'histoire de Souza, ça a pris d'ampleur sous le règne du roi Guézo. Parce que avant que le roi Guézo ne soit intronisé, il était déjà ami à Don Francisco Chacha de Souza. Donc c'est cette amitié qui a continué jusqu'à ce que le roi a fait des sacs, a reçu des sacs. Et cette amitié s'est fortifiée davantage parce que c'est de Souza qui a aidé les nôtres à retrouver la mère de Guézo, qui entre-temps avait été déjà vendue, d'abord au Nigérian, et après on l'a retrouvé au Ghana. Et c'est grâce à cette recherche de Souza. Et c'est après ça que le roi de Dahomey a fait vice-président en sorte. Vice-roi, Francisco Félix de Souza, se sentant particulièrement puissant, est de tous les coups. Il va même participer très activement au coup d'État contre le roi Adandosa du Dahomey, qui était opposé à la traite négrière, le prédécesseur du roi Bwezo. Et le roi Adandosa a été très clair par rapport à ça. C'est ça qui a fait que De Souza a tout fait pour que ses frères le chassent du pouvoir. Il dit qu'il a appris que là-bas, c'est pour aller travailler la terre. C'est pour travailler, il y a plein d'espace ici. Ah, on me l'avait. Il dit, si vous faites ça, vous n'aurez plus de produits importés. Il dit, les produits importés, pourquoi ne pas construire ici les usines? On lui répond qu'il n'a pas d'hommes qualifiés pour travailler dans ces fabriques. Il dit, il en a, et on a sélectionné, confié à De Souza, qui les a vendus gracieusement. Et c'est ça qui a fait qu'il a fait emprisonner ici. On ne lui fait pas ça, lui. Il n'est pas comme les autres. Hein? Avec le roi Bwezo, Francisco de Souza va contribuer au renversement d'Adandosa et va naturellement prendre un peu plus de pouvoir, puisqu'il va même devenir le vice-roi, comme on le mentionnait tantôt. Il est le véritable patron à Ouida, où il est installé. Chacha, Félix de Souza. Quand je le prends, c'est quelqu'un qui était ici et à un moment donné au cours de l'histoire est devenu vice-roi du Dahomey. Et quand on dit roi en ce moment-là, c'est lui qui a autorité sur tout ce qui se passe. De Souza, pour les Aboméens que nous sommes, n'a pas participé en tant que, comme vous le dites, à ce commerce triangulaire. Il s'est servi au nom d'interprète, parce que, étant analphabète, nous ne pouvons pas discuter directement avec les Européens. Il faut quelqu'un, il y a pas seulement que Souza, il y a les bureaux et autres. Bon, ils se sont servis d'intermédiaires entre le roi ou bien les différents rois qui sont passés sur le trône et pour nous expliquer en tant qu'analphabète ce que le blanc dit et nous, quand on dit, il le traduit. Si nous prenons typiquement Ouida, Chacha était le grand patriarche, le grand dignitaire, le grand responsable de la divinité Dan, où il a sur lui un certain nombre
de couvents. À partir de ces divinités que nous appelons habituellement Dagon. Et on dit chez nous Danhunto, Tenele. Donc, les 9 branches de la divinité Dan, qui est serpent, donc sur lui. Francisco Félix de Souza est un personnage mythique aussi. Hein? Déjà, il est arrivé au Bénin très jeune, environ 20 ans, pour travailler dans le fort portugais de Ouida. Il est parti pour travailler là-bas et évidemment pour faire de la traite, parce que ça c'était le but de ce fort-là. Et donc voilà, hein, il s'est bâti une superbe carrière en tant que négrier. On dit qu'il était l'homme le plus riche de son époque. Francisco de Souza va vivre à Ouida et en plus de son importante descendance, de ses nombreux mariages, il va obtenir une reconnaissance locale spectaculaire. Il était donc coopté dans la hiérarchie vaudou à Ouida. Selon l'histoire, il avait jusqu'à 100 bateaux. Donc, que ce soit pour transporter des esclaves ou pour transporter après des fûts de palmes ou de produits issus du palmier à huile, c'est facile à faire. Francisco Félix de Souza va passer un pacte de sang avec le roi Guezo qui va le consacrer vice-roi du Dahomey. Il va vivre et régner dans la ville de Ouida. À sa mort, le mardi 8 mai 1849, à l'âge de 94 ans, le roi Guezo va envoyer 2 de ses fils à Ouida à la tête d'un détachement de 80 Amazones pour accomplir les rites traditionnels, ce qui illustre son importance dans le royaume. Le roi va aussi donner 51 pagnes du pays à la famille et 7 personnes pour être sacrifiées à son honneur. Heureusement, Isidoro, le fils aîné et successeur, futur Tchatcha, va refuser le sacrifice en alléguant que son père était blanc. Un négrier ainsi honoré par le roi, dont la descendance va bénéficier d'un statut spécial au cours des siècles qui vont suivre. Donc les liens sont toujours solides et chaque fois qu'un Souza arrive sur le trône de Souza, comme nous le faisons ici à Abomey, cette amitié reprend de plus belle. Les descendants de Souza eux-mêmes ne se considèrent pas comme les autres. Ils estiment qu'ils sont au-dessus de tout le reste. Quand on parle d'Agouda, ils ne s'appellent même pas Agouda. Ils s'appellent directement Brésiliens. Eux, ils sont Brésiliens de souche, ils estiment. Quand bien même il y en a qui sont plus noirs que moi. Je ne suis pas ni fière ni gênée. Il a fait comme tout le monde. Nous sommes, on est nés ici. On n'a pas à défendre le phénomène, non. On n'a qu'à assumer, c'est tout. Il ne faut pas être fier d'être vendeur, mais il faut l'assumer. Il va falloir leur expliquer parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Qui a vendu qui? Ce sont leurs ancêtres qui ont vendu. Ceux qui sont venus, qui ont acheté des esclaves, n'ont pas été fait la guerre aux autres pour les envoyer, pour les vendre. Il y a eu des vendeurs, il y a eu des acheteurs. Donc, nous sommes tous confondus. Quand la famille de Souza dit, par exemple, nous n'avons pas été impliqués, je ne pense pas que c'est ce que l'histoire nous démontre. Donc, parlons de l'histoire, parlons des faits historiques, mettons-les sur la table, faisons des expositions de ça, enseignons ça à l'école. La négation de l'histoire n'a jamais fait du bien à un peuple, jamais. Jamais. Et ça nourrit des rancœurs dont on finit même par oublier les raisons d'être. C'est paradoxal parce que avec tout ce passé, c'est pas normal qu'on continue de privilégier exclusivement les relations avec la descendance de Souza. Ça doit être tout l'ensemble, tout confondu. Mais malheureusement, avec tout le pouvoir exercé par De Souza, dans le passé, ce pouvoir continue d'avoir des influences dans le quotidien. Et même à Ouida,
Autre personnage, autre négrier qui va connaître la fortune, le pouvoir dans le même cadre, Joaquim d'Almeida, un noir d'ethnie Maï, né au Dahomey, déporté, puis retourné en Afrique, qui va s'établir à Agoué. Il faut préciser que ce n'est pas la majorité des affranchis revenus sur la terre de leurs ancêtres qui va s'adonner à la traite. Beaucoup de ces Brésiliens aspirent simplement à retrouver leur terre natale pour s'y établir. Ce mouvement retour va être amplifié par un autre événement majeur, la révolte d'esclaves musulmans à Bahia, la plus grande et la plus sanglante insurrection d'esclaves musulmans au Brésil, qui va pousser le gouvernement à déporter les inculpés et les Africains affranchis, considérés comme suspects. Le président de la province de Bahia va demander, je cite, de faire sortir du territoire brésilien tous les Africains libérés dangereux pour notre tranquillité, les individus n'étant pas nés au Brésil, ayant une langue, une religion et des coutumes différentes, et s'étant montrés ennemis de notre tranquillité au cours des derniers événements, ne doivent pas jouir des garanties offertes par la Constitution aux seuls citoyens brésiliens. C'est donc en grand nombre qu'ils arrivent sur les côtes de l'Or, parfois poussés donc par les mesures gouvernementales, parfois pour des raisons personnelles ou économiques, comme l'arrivée sur le marché brésilien de milliers d'Africains libres. On avait déjà tué beaucoup d'entre eux après une révolte, la révolte de 1835. Et on a demandé d'arrêter d'abord. Et pendant qu'un bâton négrier devait démarrer, on a dit, mais voilà ceux qui attendent d'être tués, ils sont condamnés à mort. Prenez-les, s'ils peuvent vous être utiles. Quand vous aurez fini de les servir d'eux, quand vous voyez la lueur, que vous arrivez vers un port, larguez-les aux requins. Ils ont entendu, ils ont capté. Donc, ils se sont mis à surveiller, à veiller. Quand ils ont vu apparaître d'abord des lumières dans la forêt, nous approchons. Ils sont donc fermés, mettent des poids pour que les capitaines et consorts ne remontent pas. Ils ont pris les pirogues, les canots qui étaient là. Ils sont tombés en bas, ils sont partis. Donc, ils ont donc échoué à Oni. C'était la gauche qui s'appelait Oni à l'époque. Ils ont débarqué à Oni. Et que faire? Les premiers accueillis. Celui qui était parti à l'âge de 14 ans. Il parlait encore la langue Yoruba. Il s'exprimait bien. Il a expliqué toutes les déconvenues, tout ce qu'ils ont eu à souffrir. Et on a dit, bon, c'est ça. Qu'avez-vous appris? Ah non, nous sommes de bons ouvriers. Ils ont commencé là par construire les tombes au cimetière. Quand les gens ont vu, ça les a beaucoup plu. Ils ont commencé à construire des pierres, donc ils prenaient de l'argent. Le plus grand nombre de ces affranchis, d'origines diverses, va s'installer majoritairement dans la région constituée par le Bénin, le Togo et le Nigeria. Une bonne partie dans les vieilles villes de Ouida et de Porto Novo. Ces affranchis qui débarquent ont un réel avantage sur le reste de la population autochtone. Ils ont appris des métiers. Ce sont essentiellement des ouvriers spécialisés dans les domaines de la production des biens, de la construction, de la menuiserie et de l'agriculture. En agriculture, c'était des vaillants cultivateurs. Ce sont les meilleurs charpentiers, artisans, maçons. D'abord, quand la France, après la colonisation, la France s'est servie d'eux. La France n'a pas amené d'ouvriers ici, du tout. Ce sont les Agoulas, les ouvriers à Voukoula, qui ont construit, par exemple, les vieilles maisons françaises que vous voyez à côté. La grande majorité des corps de métier au Dahomey étaient tenus par des Agoudas. Le menuisier, le maçon, l'électricien, le mécanicien, etc. Même le barbier, parce qu'il y a une famille toute proche de Paraíso qui s'appelle Bambero. Donc c'est le barbier, je crois bien, en portugais ou en espagnol. Bon, mais tout le monde ne comprend pas, donc cette famille-là, bon, elle s'appelle Bambero, et puis c'est tout. Un réel avantage dans cette zone où les Brésiliens négriers établis sur la côte n'étaient pour l'essentiel que des commerçants. Et très rapidement, ils vont mettre sur pied une organisation sociale et culturelle
qui va à la fois les distinguer, mais également leur donner leur place dans le pays qu'ils ont choisi. Je ne pense pas que ce soit aussi élaboré que ça, que les gens aient eu cette démarche bien élaborée que tu proposes. Les gens ont été plutôt, je dirais, victimes d'une sorte de jouissance de pouvoir. On est arrivé, on a quelque chose à montrer, on a quelque chose à démontrer pour dire, nos frères là sont inférieurs. Nous sommes les nouveaux maîtres. Nous avons des privilèges qu'ils n'ont pas et que nous devons garder coûte que coûte. Nous devons affirmer une nouvelle identité. Donc c'est la jouissance du pouvoir. J'y vois davantage quelque chose qui s'est cristallisé autour de la notion de pouvoir. On a le pouvoir et on l'exerce, tout simplement. Et on oublie tout ce que nous voyons aujourd'hui comme phénomène avec les Antillais. On nous a vendu. Non, dès lors qu'ils ont fait le voyage du retour, on ne nous a plus vendu. Nous avons vaincu la fatalité, en quelque sorte. Une communauté à part entière qui vit à proximité des descendants des bourreaux de leurs ancêtres, juste à côté du petit chemin et de la plage du non-retour par lesquels les parents ont été déportés. Mais attention, ils ont vécu avec les Blancs. Ils ont copié les habitudes et les mœurs des Blancs. Ils se prenaient pour les supérieurs quand ils sont venus trouver leurs frères ici. Il revient du Brésil comme esclave affranchi, ayant gardé le nom du maître qui l'a affranchi, par reconnaissance. Donc on gère un patrimoine de noms, de patronymes, à partir de cette libération des esclaves. La famille de Souza était heureuse d'accueillir ceux qui, après l'abolition de l'esclavage, ceux qui sont revenus. La famille de Souza les a accueillis et les a aidés à se réinstaller, que ce soit à Anécho, que ce soit à Agué, que ce soit à Ouida. Quand ils revenaient, ceux qui revenaient n'étaient pas considérés et ils ne se considéraient pas comme d'anciens esclaves. Ils sont arrivés sans aucun complexe. Et ceux qui étaient restés ici, qui étaient venus, qui ont été des esclavagistes, les ont accueillis à bras ouverts, puisque, en somme, ils faisaient une population qui ne fait que faire évoluer les familles et apprendre à travailler à ceux qui sont restés ici sans aller au Brésil ni en Amérique. Enfin, l'Amérique, c'est le Brésil, c'est l'Amérique. Retournés vivre sur la terre de leurs ancêtres, on les rencontre dans toutes les classes sociales. Ils sont tantôt catholiques, tantôt musulmans. Nombre d'entre eux sont des descendants de négriers, des commerçants brésiliens ou portugais établis sur cette côte. 37 faisaient et le Portugal, le Brésil, l'Afrique et vice-versa. Et définitivement, il s'est installé ici. Mon grand-père, il a quitté le Brésil. C'est un commerçant, il n'est pas parti dans l'esclavage. Il a quitté le Brésil pour l'Est Dahomey. Il est venu faire le commerce ici. Il vendait des masques, des bijoux. J'ai même trouvé quelques cousins ici, Gomes et Santos. Mais les plus nombreux sont les retornados, les descendants d'esclaves revenus du Brésil, notamment à la faveur de l'abolition de la traite négrière. Tous ne sont pas revenus du Brésil et tous n'ont pas été, disons, colonisés par le Portugal ou le Brésil. Si le Brésil avait une colonie, il y avait les forts anglais, le fort Williams, qui est là encore. Il y avait le fort danois, qui est tout proche de ma maison ici. Il y a fait le fort portugais, le fort ainsi de suite. Donc tous ne sont pas de la même origine. Et les Johnson, les Aquesson, les Adjavon et autres dépendent plus des Anglais, des anglophones, que les Portugais ou bien les Français aussi avaient leur fort. Et d'ailleurs, c'est le seul fort qui n'a pas résisté parce que cela a été carrément détruit avant le départ des Français. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi parmi ces agoudas ceux dont les aïeux
étaient économiquement ou socialement liés à la culture dite brésilienne et qui ont été absorbés par leur mode de vie. En réalité, nous sommes les ressortissants du Nigeria. Nous venons du Nigeria, de Oyo. Bon, c'est notre papa, nos aïeuls qui sont ici, qui sont venus ici, à Ouida, s'installer ici à Ouida. Notre grand-papa s'appelle Adjani Aladjani Ban. Vous avez des enfants qui ont grandi dans les familles brésiliennes, afro-brésiliennes. Et sur le long terme, prennent le nom de ceux chez qui ils sont restés. C'est-à-dire, vous avez au premier degré ceux qui ont été affranchis et qui ont gardé le nom de leurs anciens maîtres. Et vous avez ceux qui ont vécu avec les anciens affranchis et qui ont fini par garder le nom de ces derniers, en quelque sorte. Il y a comme une sorte de passage de témoin. Il faut dire que cette position d'Agouda procure des avantages certains. Ces patronymes facilitent entre autres le contact avec les commerçants et les négociants européens. Dans la mesure où nous-mêmes, au départ, notre nom originel, c'est Adagondo. Adagondo, Ayo d'abord. Ça, c'est notre nom d'origine. Donc, plus tard, avec ses amitiés avec monsieur Montero, il a dû prendre ce nom pour faciliter les échanges. Parce qu'il avait intérêt à collaborer et à prendre le nom de celui-là qui avait insisté pour qu'il ne perde pas ses avantages dans les échanges qu'ils avaient. Le groupe le plus important est justement celui des descendants d'anciens esclaves, qui à leur retour ont rapporté du Brésil, en plus du patrimoine culturel acquis, les patronymes d'origine portugaise, attribués par leurs anciens propriétaires. Tous ceux qui portent des noms à résonance des deux composantes de Do, Da Silva, do Rego, do Santos, sont souvent les arrière-petits-fils de négriers, mais de véritables négriers. Par contre, les esclaves portent souvent des prénoms. C'est souvent, ils portent le prénom de leur propriétaire ou d'autres sont baptisés, on leur a donné des noms. Ce sont ces noms-là qu'une fois arrivés ici, sont devenus ces prénoms-là sont devenus des noms de famille. Olympio, par exemple, ou Antonio, c'est Antoine. Cet Antoine-là, quand il est revenu ici, il a fondé sa famille. Et le nom de famille est devenu aujourd'hui Antonio, Olympio, Paraíso. Et Da Silva, d'Almeida, d'Orego, ce sont les négriers qui sont venus s'installer et qui ont eu des enfants. Dans cette famille des Agouda, il y a un autre groupe, celui des descendants des Français, d'Anglais ou d'Espagnols, qui, pris dans la dynamique sociale et la culture brésilienne dominante à l'époque, ont brésilianisé leur nom de famille. Nom d'emprunt qui s'est également transmis à leurs esclaves. Ainsi, la famille d'Olivier de Montaguer, ancien commandant du fort de Ouida, est devenue Oliveira. D'Oliveira, lui vient de la France, Olivier de Montaguer. Bon, on voit pourquoi il a été installé tout juste au fort français, à quelques 100 mètres du fort français. Bon, Olivier de Montaguer. Bon, mais avec vraiment les valeurs qui prévalaient, avec les rapports avec les Agouda, mais ce qui devait l'emporter dans sa famille, c'était la transformation en Oliveira. Et c'est ça. Donc on a laissé de Montaguer, Olivier de Montaguer, mais pour faire prévaloir d'Oliveira. En somme, cette communauté Agouda réunit en son sein presque autant de descendants de négriers que de descendants d'esclaves. Géographiquement, vous avez les Agouda du Bénin, vous avez les Agouda du Togo, vous avez les Agouda du Nigeria. Géographiquement. Historiquement, il y a eu plusieurs vagues, parce qu'il s'agit d'anciens esclaves affranchis qui sont venus par vagues successives. Et vous avez des Agouda chrétiens et vous avez aussi des Agouda musulmans,
comme les Da Silva, certains Paraíso, etc., etc. Il serait idyllique de penser que ce mélange est totalement harmonieux. Il y est tout de même encore question de différence entre les vrais Agoudas, qui auraient du sang blanc dans les veines, et les autres qui sont tout simplement des esclaves et des affranchis. Ainsi, la ligne de fracture entre maîtres et esclaves qui marquait la société brésilienne s'est reportée en Afrique, mais de façon moins prégnante. On n'a pas hésité à accepter ou à donner la main des enfants à ceux qui sont revenus. Ils étaient revenus avec une certaine éducation, une certaine évolution et une certaine technologie. Ils sont revenus avec leurs enfants aussi, qui sont nés au Brésil. Les enfants ont pu acquérir une éducation, une civilisation, je peux dire. Il n'était pas prévu qu'il y aurait des Agoudas, c'est-à-dire des gens qui sont partis, qui vont revenir plus tard et qui vont dire où est notre source, nous voulons notre identité. Mais eux, ils avaient déjà acquis là-bas une autre identité. Et c'est ça qui va être une richesse exceptionnelle. L'origine, la religion et la langue sont traditionnellement les principaux éléments d'ancrage de la constitution d'un groupe ethnique. Dans une société où l'on se définit par son appartenance à telle ou telle ethnie, à telle ou telle famille, où on se définit d'abord comme le fils d'un tel, marié à un tel, originaire de tel village, sujet de tel roi, l'Agouda ne cadre pas vraiment, puisqu'il a perdu tous liens familiaux et sociaux africains avec l'esclavage. Il n'est plus qu'une sorte d'Africain générique. Il se trouve donc détaché de la structure sociale autochtone. Il va alors construire son identité à partir de sa différence, en mettant en valeur sa singularité. Ceux qui sont revenus n'ont pas de réelles racines au Brésil. Il n'y a pas de racines. C'est des esclaves. Et le mélange s'est opéré. Et choisir de revenir au Bénin ou d'aller vers l'Angola, il y a très peu d'indices pour guider. La boussole elle-même, ça a été, je crois, fait au petit bonheur la chance. En réalité, les anciens esclaves, en arrivant sur le continent, perçoivent les autochtones un peu comme des sauvages. Avec leur style, leur tenue, leurs vêtements, leur manière de vivre, ils sont perçus par les locaux comme des esclaves qui miment les manières des Blancs. Dans la rencontre de ces deux cultures, de ces deux foi, il y a eu ce que nous pouvons appeler, en certains termes, peut-être le métissage et autres. Ça veut dire que leur retour ici, ils doivent apporter quelque chose qui n'est plus authentiquement parti d'ici. Il faut dire que ces anciens esclaves, d'origines diverses, au départ, n'ont pour la plupart en commun que le fait d'avoir vécu au Brésil, de parler le portugais et de se dire majoritairement catholiques. C'est donc avec les Blancs, en l'occurrence les Brésiliens établis depuis longtemps sur la côte, qu'ils vont lier les alliances. Ils se sentent plus proches. Ainsi, les affranchis vont faire alliance avec les négriers, avec ceux qui ont vendu leurs parents. C'est ainsi que, dans la famille de Souza, on les a aidés à acquérir des terres, évidemment à acquérir des terres avec l'intervention de cette famille, de ma famille de Souza, auprès du roi d'alors d'Abomey. Il y a eu comme une sorte d'amnésie des êtres inférieurs quand ils étaient à leur point de chute, quand ils ont été enlevés d'ici. Ils étaient des êtres, ils n'étaient même pas des êtres, c'était des choses, c'était des objets. Mais ils ont acquis un statut d'être à partir de l'instant où ils ont été libérés. Mais être libéré a signifié pour beaucoup avoir un nouveau statut d'homme, d'être supérieur, égal même par ailleurs à celui de l'ancien négrier. Donc il n'y avait pas tellement de peine à passer de l'ancien statut à un nouveau statut. Pour devenir Agouda, ils se sont assimilés aux négriers que, soi-disant, les avaient vendus. Donc c'est un cas unique d'une personne vendue en esclavage
s'associer à les gens qui les ont vendus. Je ne dis pas individu par individu, mais groupe par groupe. Là où les Afro-Brésiliens étaient, c'était la ville par excellence. Il y a des écrits qui montrent, par exemple, à Ouida, des visiteurs, les premiers pères missionnaires, qui disaient que le quartier afro-brésilien était le quartier le plus évolué de la ville de Ouida. Et pourtant, il y avait aussi un quartier occupé par les comptoirs et donc par les factories, comme on disait à l'époque. Mais c'était le quartier le plus évolué. Et on l'appelait à Ouida là où le feu ne va pas. Zomaï, là où le feu ne va pas. Il faut savoir que dans la constitution des villes précoloniales, il a été bien établi que le feu était la principale menace des villes précoloniales. C'était construit en matériaux qui étaient hautement inflammables. Et comme le mode de combustion, de préparation aussi était par le feu, il y a même eu une année où Ouida a été détruit aux 2/3, selon l'histoire. Simplement, c'était au début de l'année, donc pendant l'harmattan, et les vents secs ont permis cela. Donc, ce quartier-là, Zomaï, a résisté au feu, parce que les constructions étaient en matériaux pérennes, il y avait de larges voies, ainsi de suite. C'est que les Agoudas ont un style d'organisation de leur espace, de leur concession assez particulier. Quand vous rentrez, en principe, vous rentrez par une porte de type assez monumental d'abord. C'est bien caractéristique. Puis ensuite, le premier élément que vous trouvez avant d'atteindre la villa ou la maison à étage, comme ils disent sobrado, c'est le jardin d'agrément, avec les fleurs, tout ce qu'il y a comme élément d'agrément, vraiment. Et à côté ou derrière la maison, vous avez donc le potager et le jardin des simples. Et vous avez bien sûr le verger avec tout ce que cela comporte. Les pièces sont en enfilade. Parfois on a des coursives, mais souvent c'est des pièces qui sont en enfilade. On a une entrée. Il y a un portail souvent qui se fait voir, qui est majestueux. Et parfois, on a la date de construction, on a le nom du propriétaire, on a parfois son emblème, ses armoiries. Toutes choses qu'on ne retrouve pas exactement dans l'architecture portugaise. Au Bénin, les Agoudas sont reconnus comme très attachés à tout ce qui est fleurs. Et puis, il y a tout un héritage d'arbres fruitiers qui nous viennent tout droit des Amérindiens, donc du Brésil ou de Guyane ou d'Amérique du Sud, que l'on retrouve dans ces jardins-là. Sapoti, corosol, etc., etc. Ils ne mangeaient pas ce que nous autres on mangeait. C'était du feijoada, c'était des plats brésiliens. Et c'était considéré comme un luxe de dormir sur un lit, le akamala, comme il l'appelait. Il faut se souvenir que les anciens esclaves avaient différentes origines ethniques. Et le principal élément qui les unissait était la mémoire de l'esclavage. Ce qu'ils ont enduré et ce qu'ils ont adopté comme nouveau mode de vie. Ainsi, la culture acquise au Brésil prend la relève. La langue portugaise et la religion catholique ou musulmane sont empruntées pour composer une nouvelle identité collective. Ils portaient aussi des patronymes de blancs et avaient comme modèle leur culture brésilienne acquise pendant leur captivité. Ils s'habillent comme des Européens, portaient des chaussures et des costumes 3 pièces, avec nœuds papillons. C'était très rigoureux. Moi, encore, je ne suis pas si vieux, 82 ans, mais encore à 15 ans, je me tenais debout à côté de la table de mon père quand il mangeait, les bras croisés, à le suivre, à suivre son regard. Son regard à droite voulait dire qu'il faut me donner de l'eau à boire
qui se trouvait dans une gargoulette, un récipient en argile couvert d'une enveloppe de feutre qui rafraîchissait. Quand il regarde à gauche, c'est donner l'assiette pour mettre le reste, les choses là-dedans, ainsi de suite. Donc, on vous envoie en commission, on vous donne un délai. Si vous ne respectez pas les 10 minutes qu'on vous donne, arrivé à la maison, vous êtes puni. La rigueur est que même marié, dans la maison familiale ici, si vous êtes en faute, on vous passe à la salle de punition et on vous donne des coups de planche, de parmatoire, comme on le dit, parmatorio. Et ils sont revenus maintenant, ils disent, vous allez nous servir, nous allons acheter les plantations. Parce qu'avant, la terre ne se vendait pas. Mais avec eux, ils ont pris toutes les habitudes. Nous allons acheter les terres et vous allez travailler dessus. Et là, les Agoudas étaient arrivés. Les Agoudas étaient arrivés et allaient contribuer à changer le paysage de la sous-région. Mais dans quel sens? Quel va être leur rapport et leur lien avec les natifs, les populations locales? Une chose est certaine, ils ne sont pas venus pour repartir comme nous allons le voir dans la suite de cette série Découverte des Agoudas.